Jean Moulin. Bienvenue à tout le monde, avec vous Ayad Lapnix du Journal International et de RL2. Aujourd'hui, on va vous parler des intifadas au cœur du conflit israélo-palestinien. Et pour ça, j'ai avec moi 3 chroniqueurs. Guillaume Safari en M2 Relations Internationales, que vous connaissez. Bonjour. Depuis le Venezuela. Bonjour. J'ai Jules Paleski, je ne sais pas si j'ai prononcé correctement, c'est bon. Étudiant en Sciences Po Droit en L2, qui était présent, que vous connaissez aussi. Et Sophie Marquez, ok, Sophie Marquez, aussi étudiante en droit Sciences Po, ouais, en L3. Ça va tout le monde? Vous allez bien? Impeccable. Du coup, vous nous aviez manqué pendant les vacances, mais c'est bon, on est de retour et on vous souhaite la bonne année d'ailleurs. Et du coup, comme je l'ai dit, on va vous parler du conflit israélo-palestinien, mais vu par l'angle des intifadas. Pour commencer, qu'est-ce qu'une intifada en fait? Traduit littéralement, ça signifie soulèvement, mais le terme renvoie surtout à un mouvement de contestation populaire utilisé lors de conflits, généralement situés au Proche-Orient ou au Maghreb. Et de manière encore plus spécifique, quand on dit intifada, ça nous fait penser à 2 soulèvements très importants qui ont eu lieu durant ce conflit israélo-palestinien, donc par les Palestiniens. Et donc, 2 soulèvements très importants ont eu lieu. Un premier en 1987, et on vous réserve une chronique entière dessus par Sophie. Et un deuxième soulèvement qui a débuté en 2000, qui nous sera présenté par Jules. Et pourquoi en fait on a choisi l'angle des intifadas? Parce que ce terme revient complètement dans l'actualité. Parce que le 7 décembre dernier, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, je ne sais pas trop comment ça se prononce, dans un discours prononcé depuis la bande de Gaza, il prononce ces mots: « On ne peut pas faire face à la politique sioniste soutenue par les États-Unis qu'en lançant une nouvelle intifada ». Et on s'est dit que c'était vachement intéressant de voir le conflit à travers les intifadas. Et pourquoi il avait dit ça? Après la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mais ça, je laisserai Guillaume nous en parler tout à l'heure dans sa dernière chronique, pour voir la possibilité d'une nouvelle intifada. Et le but de notre émission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre le rôle qu'ont pu jouer et que continuent donc à jouer ces intifadas dans ce conflit. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Sophie. Merci. À toi. Alors moi, personnellement, pour mieux comprendre la portée de la première révolte palestinienne, que certains connaissent mieux sous le nom de la révolte des pierres, j'ai posé quelques questions à un diplômé d'histoire et qui est aujourd'hui en études de langue et civilisation étrangères spécialisé dans le monde arabe, qui s'appelle Malik. Et lui, il décrit la première intifada comme une lutte pour montrer au monde que le peuple palestinien existe bel et bien et que le droit de l'homme au sein de son territoire est bafoué par un envahisseur étranger. Du coup, si pour beaucoup cette révolte elle a débuté avec les manifestations qui ont éclaté durant l'enterrement de 3 Palestiniens qui avaient été tués lors d'une collision avec un véhicule israélien, pour Malik, il faut surtout revenir quelques années en arrière pour comprendre l'intifada de 87. Donc il est tout d'abord à rappeler que c'est après la guerre des 6 jours de 1967 qu'Israël occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza, et les 2 territoires se trouvent sous la totale administration israélienne. Donc sur ces territoires va se développer depuis plusieurs décennies différents mouvements de résistance palestinienne qui vont être menés par différents fronts et divers mouvements. Et c'est dans ce contexte que va surgir l'intifada dans la tête des jeunes Palestiniens. Donc le premier événement important pour Malik, ce serait surtout la guerre de Kippour d'octobre 1973, où sont affrontés une coalition de pays arabes, donc surtout l'Égypte, la Syrie, mais aussi la Jordanie et l'Algérie, contre les Israéliens. La guerre du Kippour, ça va être une victoire militaire israélienne, mais qui a réussi donc à tenir ses positions contre les assauts des armées arabes. Cependant, ça va aussi être un revers pour les services secrets israéliens qui ont été incapables de prévoir ce conflit, ni d'empêcher la destruction de la ligne de Bar-Lev. Donc à l'issue de cette guerre, il va être signé l'accord de Camp David, qui est un symbole de la paix entre l'Égypte, la Jordanie et Israël, en échange du Sinaï égyptien et d'autres concessions entre autres. Mais selon Malik, c'est surtout un message qui a été clairement envoyé aux Palestiniens. Les pays arabes ne vont plus chercher à récupérer la Palestine. Et pour lui, c'est surtout à partir de ce moment-là que les jeunes Palestiniens ils vont se sentir abandonnés à leur sort, qu'ils vont se sentir au pied du mur et qui vont commencer à avoir l'idée de violence parce qu'ils ne savent plus quoi faire
à ce moment-là pour se défendre. Surtout que la sphère d'influence israélienne sur le territoire palestinien, elle va s'étendre durant les années 80, la colonisation va continuer, et du fait de leur position de force dans la région, les tensions entre Israéliens et Palestiniens vont s'accroître considérablement. Donc selon Malik, l'événement déclencheur, c'est avant tout en réalité un non-événement en fait. Un Palestinien aurait poignardé un officier israélien parce qu'il occupait son territoire et volait ses richesses, et 2 jours plus tard, il y a un camion israélien qui va causer la mort de 3 Palestiniens, et la population palestinienne va y voir un acte de vengeance. Sauf que pour Malik, ces soi-disant actes de guerre, ils sont à relativiser. C'est le genre d'événement qui arrive très souvent dans la bande de Gaza, tout simplement parce que ce sont des territoires sous tension entre les 2 peuples. Mais volontairement ou non, ce sont ces deux événements qui s'ajoutent donc au climat de conflit permanent et de méfiance accrue entre les 2 peuples. Et surtout pour les jeunes Palestiniens, on a vraiment un climat de misère. On a du chômage énormément pour les jeunes Palestiniens. Donc ça va cesser de monter crescendo. Et c'est pendant l'enterrement des 4 Palestiniens qu'il va y avoir une espèce de manifestation spontanée qui n'était pas du tout prévue à l'origine, qui va partir dans des jets de pierre contre les militaires israéliens qui étaient présents. Et au lieu de s'arrêter là, cette confrontation, elle va créer dans le cœur des jeunes Palestiniens une envie de révolte et de continuer cette confrontation qui venait de commencer. Et c'est pour ça qu'on appelle la révolte des pierres. Voilà, c'est l'un des noms qu'on peut leur donner. C'est ni officiel, ni forcément très répandu. Mais on va l'appeler la révolte des pierres pour montrer le fait que les Palestiniens, eux, se sont défendus seulement et uniquement avec des cailloux. Ouais, il y a eu quelques jets de cocktails Molotov, mais enfin, ça reste très artisanal parce qu'on ne peut pas dire qu'ils avaient forcément l'artisanal qu'ils vont avoir pour la deuxième, par exemple, l'intifada, dont on parlera plus tard. Mais enfin, c'est surtout, par jet de pierre, on a voulu marquer le fait que face à des Israéliens ultra armés, on avait juste des jeunes Palestiniens avec quelques cailloux qui voulaient marquer une fois pour toutes qu'ils étaient mécontents avec le climat et qu'il fallait que ça change, en fait. Et cette première révolte, elle va avoir des conséquences importantes, non seulement pour les 2 peuples concernés, mais aussi pour toute la région. Donc, j'ai posé à Malik Rabi exactement comment est-ce que cette révolte au sein même des terrains occupés avait pu avoir des répercussions sur tous les peuples environnants. Et donc, pour lui, l'une des premières conséquences, ça va être le besoin des pays amis et anciennement alliés de la Palestine de la reconnaître, afin que déjà que son existence ne soit plus menacée par la colonisation israélienne. Et ce besoin, il se fait ressentir ensuite parce que la présence des Israéliens sur les territoires anciennement palestiniens, elle est de plus en plus accrue. Il y a de plus en plus d'Israéliens qui partent y habiter et parfois, ils le font aux dépens de la population palestinienne qui est présente. La deuxième conséquence, ça va être de montrer au monde, soudainement, on avait toujours conscience qu'il se passait des choses horribles sur la population palestinienne, mais soudainement, on va avoir des images qui vont se répandre, des photos qui vont réussir à sortir alors qu'avant, c'était super protégé, on avait du mal à avoir une vision de l'intérieur des terres. On va avoir vraiment des images qui vont sortir, et notamment des images de militaires israéliens qui molestent, qui agressent, qui tabassent des enfants et des femmes palestiniennes. Et ça va provoquer un tollé dans l'opinion publique parce qu'on considère que le peuple israélien, maintenant, sans utiliser le mot civilisé, mais enfin, le monde entier, on ne devrait plus avoir des images comme ça qui sortent de nos jours. Et c'est juste plus possible pour un peuple comme Israël d'avoir recours à ce genre de choses, en fait, pour arrêter une menace. Ils se disent eux-mêmes la seule démocratie du Moyen-Orient. Eux-mêmes. C'est comme si en France, aujourd'hui, on avait des images pareilles qui sortaient dans la rue. Pour nous, ce serait inconcevable parce que c'est plus possible de nos jours d'avoir des armées et des polices ou des milices qui se forment comme ça et puis qui tabassent les populations civiles. Qu'il y ait un conflit ou pas, on a d'autres manières de les arrêter de nos jours et ça a provoqué un tollé pas possible. Et c'est à cause de l'opinion publique du monde et même israélienne, parce qu'il y a des Israéliens sur place qui étaient choqués de voir le déchaînement de violence en fait qui ne s'arrêtait plus. Et c'est pour ça qu'on a eu la conférence de Madrid de 91 et les accords d'Oslo de 93. Par contre, ce que Malik m'a pas cité, c'était la montée du Hamas. Et du coup, ça m'a étonnée parce qu'on entend très souvent que c'est cette révolte qui a provoqué le Hamas, que c'est à cause de cette révolte qui a été mal gérée qu'aujourd'hui on a ce problème. Et pour lui, oui, ça a été l'élément pas forcément déclencheur, mais qui a accéléré la montée, mais elle était à prévoir. Elle était à prévoir depuis que les autres pays arabes ont abandonné la lutte pour la Palestine, et elle était à prévoir parce que ça fait un moment qu'on voit que les Palestiniens sont au bout du rouleau et qu'ils n'ont plus rien auquel se raccrocher à part la violence à l'extrême. Donc forcément, la montée à la violence à l'extrême, ça va très vite et il y a forcément des groupes qui vont se déclencher. Donc pour lui, ça a été surtout accélérer la formation de l'organisation plus que de vraiment la créer ou quoi que ce soit. Mais du coup, cette première révolte, elle va marquer une césure forte entre Israël et la Palestine.
Et d'autres conflits vont éclater par la suite. Mais la première intifada, ça reste vraiment un symbole fort pour les jeunes Palestiniens. Et aujourd'hui, on a des jeunes Palestiniens qui, quand ils en parlent comme un modèle, comme un exemple de ce qu'il faut suivre, en fait. Et je l'ai demandé pourquoi à Malik, et ça tient surtout au fait que les Palestiniens, ils se sont battus avec des cailloux et quelques cocktails Molotov, comme je le disais, déjà contre une armée ultramoderne israélienne et une supériorité numérique israélienne qui était écrasante sur leur propre territoire. Et du coup, cette révolte, elle représente le courage palestinien, et qui, même si, mais sans armée, sans armement militaire, sans bombes ultramodernes, ils ont quand même réussi à faire entendre leur voix, ils ont défendu leur peuple, ils ont défendu leurs idéaux. Et c'est aussi l'illustration de l'espoir d'être reconnu dans le monde comme un peuple qui souffre et qui attend l'aide internationale pour résoudre ce conflit, l'aide internationale qui ne vient pas, désespérément, tout le monde l'attend, tout le monde se pose la question, mais à part dire on n'est pas très d'accord avec ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas d'aide concrète qui se passe réellement. Et pour les Palestiniens, ça a été un début de reconnaissance, cette révolte. Et ils se sont rendus compte que, en prenant les armes, ils allaient perdre, ils allaient devoir faire des sacrifices, mais c'était peut-être le seul moyen de faire entendre leur voix. Et ça explique pourquoi les Palestiniens, ils en appellent à une nouvelle intifada à chaque fois que leur droit ou leur territoire est bafoué, parce qu'ils ont souvenir d'une révolte qui était pour eux héroïque de leurs anciens, entre guillemets, et qui a marqué une première victoire pour ce peuple, parce qu'il faut rappeler quand même qu'en 87, c'était des jeunes Palestiniens qui sont donc rentrés dans cette révolte des pierres, et la plupart d'entre eux sont nés sous l'occupation déjà israélienne. Ils ne sont pas connus avant. Ils se battent vraiment pour une libération, même s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas ce qu'il y avait avant, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. D'accord, merci beaucoup Sophie. Et du coup, juste pour revenir à un moment dans ta chronique, donc eux, ce qu'il t'a dit Mohamed, c'est qu'ils... Malik, pardon. J'ai des Mohamed qui viennent après, c'est pour ça. Et que c'est à partir de 79, avec la paix entre l'Égypte et Israël, qu'ils ont considéré qu'ils étaient, lâchés. En fait, abandonnés. Non seulement ils ont été abandonnés, parce que pour eux, déjà, la guerre du Kippour, ça allait déjà peut-être conduire à une libération. Bon, bien sûr, fallait s'y attendre. Israël n'a pas été préparé à cette attaque, mais ça restait Israël, donc avec des services secrets ultra développés, avec une armée qui reste étonnamment puissante. Donc on a l'impression que les ressources sont complètement inépuisables. Mais la signature de l'Égypte, surtout, elle a été vécue dans tous les pays arabes comme une véritable trahison. Elle a été éjectée de la Ligue arabe après, parce que pour eux, c'était impensable. L'ennemi israélien, pour les pays arabes, c'est l'ennemi israélien. On signe pas de paix avec, c'est pas possible, on se bat et on défend les autres pays. Sauf que les principales attaques, elles étaient menées par l'Égypte et par la Syrie. Quand l'Égypte signe la paix, la guerre, c'est plus la peine de la continuer. C'est plus possible, même si les autres sont pas d'accord. Même si les autres n'étaient pas forcément d'accord avec le conflit, il faut dire la vérité, tout le monde voulait que le conflit s'arrête, il y avait des morts partout, c'était terrible. Mais la signature de la paix, c'était pas une bonne chose, surtout avec la concession du Sinaï, pour lesquels les Égyptiens n'étaient pas du tout d'accord, en fait. Ils étaient absolument pas d'accord, et du coup, pour les Palestiniens, ça a été un coup dur. Parce que du jour au lendemain, on leur annonce, désolé, débrouillez-vous, en fait. Enfin, nous, on n'est plus là-dedans, on a signé notre paix. Les autres, ils leur disent, on peut plus rien faire, la paix a été signée. Donc, c'est fini. Merci beaucoup. On va passer la parole à Jules maintenant, qui va nous parler de la deuxième intifada. Donc, je vais vous parler de la seconde intifada, qui a duré 5 ans, de 2000 à 2005. Donc, je vais commencer par contextualiser un petit peu cet événement historique. Donc, tout d'abord, le 28 septembre 2000, le député israélien conservateur Ariel Sharon effectue une visite unique et symbolique au Mont du Temple. Donc, le Mont du Temple, c'est un petit peu le sanctuaire du judaïsme. Il est situé dans la partie est de Jérusalem. C'est un petit peu l'équivalent du Saint-Sépulcre pour les chrétiens, l'esplanade des mosquées pour les musulmans de Palestine. Ariel Sharon va également donc visiter cette esplanade des mosquées. Il va déclarer que les juifs peuvent venir y prier librement. Sharon, fidèle à la ligne conservatrice israélienne dure et belliciste, est hostile au processus de paix. C'est la provocation de trop pour les Palestiniens. Des affrontements vont donc éclater en Cisjordanie occupée, ainsi que dans la bande de Gaza. Le processus de réconciliation, qui semble plutôt caduque depuis l'assassinat du travailliste Rabin en 1993, va s'enliser davantage. Le sommet de la Ligue arabe va se réunir la même année pour essayer d'arrêter les affrontements. Il va réclamer la paix sans succès. Cette nouvelle intifada, qui est plus violente et plus destructrice, va s'expliquer par l'échec des accords de Camp David II durant l'été 2000. Donc ces accords sont assez particuliers, c'est-à-dire qu'on a le premier ministre israélien Barak et le leader de l'autorité palestinienne, le renommé Yasser Arafat, qui vont se disputer âprement sur le statut des réfugiés palestiniens qui ont été déplacés depuis la guerre des 6 jours.
donc en 1967. Ils vont également se chamailler, voire complètement diverger sur le statut de la ville de Jérusalem. Jérusalem qui a été divisée entre une partie Est et une partie Ouest. Jérusalem a été reconnue unilatéralement par la Knesset, donc la Knesset c'est le Parlement israélien, en 1980 comme étant la propriété unifiée de l'État hébreu, ce que la communauté internationale n'a pas du tout reconnu. Malgré la proposition d'une présence internationale neutre par le président Clinton, les Palestiniens veulent la fin de l'occupation israélienne, ce qu'ils considèrent comme une colonisation, et ce que les Israéliens eux-mêmes perçoivent comme une volonté de décimer l'État hébreu. Donc le camp palestinien, on l'aura bien compris, dénonce une sorte de colonisation de l'État de Palestine depuis 1967, bien qu'il n'y ait pas d'État officiellement. 1967, c'est également la date de l'abandon de Jérusalem par la Jordanie, qui a été défaite par Israël. La Jordanie qui était donc l'allié des Palestiniens. La pauvreté, la mortalité infantile, le chômage urbain, la corruption vont constituer un cocktail explosif au sein des territoires palestiniens occupés. Jérusalem va redevenir une poudrière géante et la provocation d'Ariel Sharon va mettre le feu aux poudres. Donc, cette opposition palestinienne, qui a initié la révolte des pierres, on l'aura bien compris, en 1987, va comprendre quelques sceptiques, des sceptiques qui ne vont pas tellement comprendre à quoi sert la période de transition infléchie par les accords d'Oslo de 1993, mais le gros de l'opposition, c'est assez connu, ce sont plutôt des activistes radicaux. C'est-à-dire qu'ils veulent renouveler l'intifada violente de 1987. Pour eux, seuls les moyens violents doivent parler. Ce sont surtout du monde du Fatah, un parti social-démocrate de l'Internationale socialiste. À sa tête, le controversé Yasser Arafat, qui a renoncé à la violence après la première intifada. Il n'arrivera jamais, malheureusement pour lui, à fédérer son peuple autour de l'idée d'un règlement pacifique du conflit, encore aujourd'hui. Le témoignage d'un étudiant de l'Institut supérieur des médias à Lyon, que nous avons interrogé, Ruben, tente de nous faire comprendre cette crise géopolitique stratégique majeure. Selon lui, cette seconde intifada change complètement de mode opératoire. Les groupes du djihad islamique, du Hamas, les brigades d'Al-Aqsa, Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, commettent des attentats suicides à la voiture piégée, à la voiture bélier. Les roquettes artisanales de guerre vont remplacer les cailloux, les caillasses, les pierres, les armes blanches de la première rébellion. Des tunnels souterrains sont utilisés clandestinement par des activistes palestiniens armés pour pouvoir lancer des embuscades, des incursions derrière l'ennemi israélien. Donc la contestation va prendre des airs de guérilla. À cela, Israël lance l'opération Rempart en 2002. Cette opération est extrêmement importante parce que les forces israéliennes vont répondre à cette sorte de guérilla. Ils vont donc être déployés dans toute la Cisjordanie avec des chars d'infanterie. Israël veut clairement, je cite, mater la rébellion, éteindre la flamme de la résistance palestinienne. Les villes de Naplouse, de Bethléem, de Jérusalem, qui sont des bastions majeurs de l'intifada, sont assaillis par l'armée israélienne. Donc toujours selon Ruben, que nous avons interrogé et qui nous livre son expertise, cette opération anti-guérilla, commandée par Ariel Sharon, qui a réussi à fédérer les conservateurs et qui est devenu le Premier ministre, cette opération est véritablement un tournant pour la seconde intifada. Le conflit, qui est géographiquement limité, qui est hyper médiatisé, va perdre de son intensité meurtrière, bien qu'il se trouve dans une zone qui est extrêmement tensiogène, donc le Proche-Orient. Plusieurs ministères palestiniens vont être bombardés. Et nous avons également recueilli le témoignage d'un sergent d'infanterie israélien, donc à la retraite désormais, et qui dans ses propos, tente de nous faire comprendre que chaque Palestinien avait un soldat derrière lui et que c'était quasiment impossible pour eux de livrer une contestation suffisamment crédible pour pouvoir renverser le jeu de force qui n'existe finalement pas. Je cite, « Les soldats pouvaient faire engager le feu sans règle d'engagement précise. Les frappes aériennes, les opérations héliportées, les assassinats ciblés sont commis afin de faire connaître au monde entier la force de combat d'Israël, de ses services secrets, Tsahal, ainsi que de son partenariat vital à l'Amérique, qui ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Donc Israël reste le champion local des États-Unis et des pays occidentaux dans un conflit qui est asymétrique. Donc d'après l'expertise de Ruben, les Occidentaux, soutiens d'Israël, ont commis une contradiction majeure. Ces derniers défendent depuis la guerre froide, on le sait tous, le succès des démocraties, le droit à l'autodétermination des peuples. Pourtant, les Occidentaux, l'Europe, éludent toutes ces valeurs qui sont pourtant historiquement occidentales, atlantiques, dès lors que les médias évoquent la cause palestinienne. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible pour les Occidentaux de jouer un double jeu, parce que leur alliance avec Israël les empêche complètement de libérer leur parole et de soutenir de manière ouverte,
oser la cause démocratique palestinienne, donc une Palestine indépendante et libre. Selon les dirigeants occidentaux, on a toujours ce même discours sur le fait que ces valeurs occidentales ne peuvent être considérées pour la Palestine parce qu'on a une montée en puissance des conservateurs israéliens, on a un manque de crédibilité des interlocuteurs palestiniens qui sont divisés entre la Cisjordanie et Gaza, on a une persistance de la résistance islamique armée à Israël, donc la montée du Hamas. Le Hamas, qui est une organisation politique, militaire, radicale, représente cette hostilité décomplexée contre Israël depuis sa création en 1987. Le Hamas est soutenu par le seul État-nation du Moyen-Orient, l'Iran. Cette nouvelle intifada, donc, qui est plus violente et destructrice de 2000 à 2005, s'achève par un cessez-le-feu unilatéral décrété par Mahmoud Abbas, le nouveau patron de l'autorité palestinienne. Ce conflit a causé plus de 4000 morts aux 2 tiers palestiniens, donc énormément de civils. On a beaucoup d'intrications de modes opératoires très divers, c'est-à-dire qu'on a des voitures piégées, des voitures béliers, on a beaucoup d'embuscades. Le Hamas et le djihad islamique vont refuser ce processus de paix, vont continuer la lutte armée jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif du Hamas ne semble pas tellement avoir changé, selon son chef, qui a dit l'année dernière, je cite, « Nous voulons anéantir Israël, pas le reconnaître ». Donc la bande de Gaza, qui est enclavée entre Israël et l'Égypte, qui est soumis à un double blocus depuis 2005, va devenir le lieu d'affrontement armé, donc le feu va crépiter. Cela va renforcer, on va en parler, cette impression de troisième intifada volatile, entre Gaza tenu par le Hamas et la Cisjordanie contre l'ennemi israélien. Actuellement, Israël semble vraiment incapable de reconnaître les revendications palestiniennes, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 guerres successives, également l'intifada des couteaux en 2015. On va avoir beaucoup de provocations des juifs orthodoxes sur les lieux saints, on va avoir des tensions très vivaces, et cela va raviver des souvenirs douloureux pour beaucoup de Palestiniens, c'est-à-dire cet épisode sanglant de la seconde intifada. Donc en conclusion, parfois représenté comme religieux, ethnique, ce qui semble très très réfuté, puisque finalement ce conflit il est très classiquement territorial depuis 1948. Et donc pour conclure sur cette seconde intifada, donc depuis 2005, c'est très intéressant parce que cette crise elle va acquérir une importance majeure, stratégique. On voit une relation particulière entre le monde musulman et le monde occidental. Ce climat de confrontation qui est délétère, c'est une représentation possible de l'anarchie théorique de la relation internationale. Ce contexte va entraîner véritablement la fin des espoirs des Palestiniens qui sont enclavés, divisés géographiquement, administrativement, qui ont toutes les peines du monde pour tenter de faire entendre leur voix, mais qui ne parviennent malheureusement pas à faire basculer le rapport de force, tant Israël est puissant sur le mode militaire, sur le mode politique, soutenu par les États-Unis, et l'usage de la violence armée va énormément augmenter, tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, tel que nous pouvons le connaître, et tel qu'une troisième intifada, entre guillemets, peut tenter de l'expliquer. Donc, une dernière question peut se poser. Tout le monde peut s'interroger sur le fait que cette guerre, c'est véritablement un débat international. Certains vont dire que c'est un blocus, d'autres vont dire que c'est une colonisation digne d'un apartheid. Certains vont davantage expliquer le côté intifada, d'autres vont plus parler du côté de libération nationale, bien que l'État de Palestine n'a jamais existé. Donc la géopolitique de la division demeure depuis 1948, et il est encore très difficile en 2018 de trancher sans hésitation pour l'un des 2 camps. L'option d'un statu quo semble impensable. Donc cette seconde intifada va renforcer, je pense en tout cas, une épreuve de force acharnée, une diplomatie défaillante, un conflit hyper médiatisé, complexe, interminable certainement. Et les qualificatifs ne manquent pas pour désigner ce conflit majeur au Proche-Orient et qui dure depuis près de 70 ans. Merci beaucoup Jules. Et du coup, on voit que déjà elle était beaucoup plus violente que la première intifada, et en plus elle représente une impossibilité du coup par rapport aux accords d'Oslo. C'est-à-dire que contrairement peut-être à la première où ils avaient un peu d'espoir, après, celle-là non, je pense. Ouais, c'est-à-dire que les Palestiniens, je pense qu'ils ont vraiment pris le taureau par les cornes, ils ont vraiment tout tenté, c'est-à-dire que certes, il y a des rôles en terroristes avec le Hamas, mais c'est pas la majeure partie de la contestation. Ils ont vraiment voulu utiliser tous les moyens possibles, tous les moyens de combat pour pouvoir tenter d'attirer l'attention de la communauté internationale, entre guillemets. Mais visiblement, et ça renforce l'emprise d'Israël, Israël veut juste gagner du temps, c'est-à-dire que
La semaine dernière encore, il y a eu 1100 logements qui ont été implantés dans la des projets de logement qui ont été implantés dans la Cisjordanie occupée. Israël veut juste gagner du temps, alors que les Palestiniens savent très bien qu'il faut absolument, pour eux, rien n'est plus crédible que l'option militaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer par les preuves de force qu'ils sont toujours là et que l'espoir existe encore, même si visiblement, oui, effectivement, cela semble très difficile aujourd'hui. Oui, mais je pense que, moi hier, j'ai regardé un bout d'interview réalisé par France 2. On va peut-être, je vais peut-être passer un petit bout après. Mais c'était pendant la première intifada au début, et en fait on voyait que les Israéliens ils s'inquiétaient pas du tout, c'était juste une petite alerte, alors que je pense que c'est inenvisageable qu'il y ait par exemple une personne qui pense pareil par rapport à la deuxième intifada. Du coup je veux bien qu'on passe le bout. Les 2500 colons israéliens de la région étaient à peine inquiets. On est simplement un peu inquiet de l'avenir, inquiet de la tournure que prennent les choses, mais on espère que comme toujours ça va s'arranger et c'est simplement une petite alerte. Voilà, du coup, c'est un 87 et pour elle c'est juste une petite alerte. Du coup, voilà, on voit vraiment le changement qui a eu lieu entre la première et la deuxième intifada. Et du coup, maintenant, je vais laisser Guillaume nous parler du coup, de la possibilité d'une troisième intifada et nous faire une petite ouverture sur l'actualité de ce conflit. Ouais, alors moi je vais ouvrir cette chronique avec une phrase grave de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui déclarait ainsi le 2 janvier dernier « C'est une déclaration de guerre ». Alors je vais recontextualiser cette phrase évidemment. Elle intervenait après que le Parlement israélien ait voté un projet de loi visant à compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix. Alors il a quand même déclaré dans une allocution pas plus tard que dimanche que la résistance palestinienne serait tout de même pacifique et populaire. Alors cette première phrase est tout de même révélatrice des tensions qui se cristallisent depuis toujours et plus particulièrement actuellement autour de la ville de Jérusalem. Alors il apparaît que chaque action du gouvernement extrémiste israélien est perçue comme un acte de guerre par les Palestiniens, notamment comme on l'a vu lors des 2 chroniques précédentes. Et c'est ce que me dit notamment Mohamed Al-Khani, jeune Palestinien de Jenin en Cisjordanie, vivant en France depuis 5 ans pour les études, et que j'ai interrogé sur ce qu'il pensait de la décision de Trump et la situation actuelle sur place. Alors tout ça m'a servi de base donc pour cette chronique. Alors mes camarades ont déjà précisé la teneur des 2 intifadas reconnues comme telles, dont la dernière remonte à 2000 jusqu'à 2005. Mais depuis, il y a eu d'autres mouvements insurrectionnels qui peuvent être identifiés sans forcément parler d'intifada. On parle ici notamment d'un blocus de la bande de Gaza qui se tient depuis 2007, mais aussi des opérations Plomb durci en 2008 et une autre nommée Pilier de défense en décembre 2012, menées toutes deux par l'armée israélienne en réponse aux attaques armées du Hamas. Mais pas d'intifada en réponse, pas de soulèvement similaire en fait aux précédentes insurrections, bien qu'il y ait eu forcément des manifestations assez violentes. Alors à la fin de l'année 2015, une insurrection a été nommée l'intifada des couteaux, qui a été lancée suite à la volonté du gouvernement israélien de modifier le statut d'une partie de Jérusalem. Il s'en est suivi des mois de violence avec la particularité d'attaques au couteau, au corps à corps et de répression meurtrière. Ces attaques à l'arme blanche par des civils sont poursuivies même au début 2016 en signifiant que le nationalisme palestinien ne s'affaiblissait pas. Mais ces tensions autour du statut de la ville sainte de Jérusalem ont repris dernièrement, et notamment depuis le 6 décembre 2017, plus précisément lorsque le président américain, qu'on ne présente plus maintenant, a déclaré reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors, je vais revenir dessus. En fait, c'est une loi américaine de 1995 qui situe la capitale israélienne à Jérusalem. C'est le Jerusalem Embassy Act. Mais cette loi permettait également, et c'est ce qui a été démontré, au président de reporter tous les 6 mois le déménagement de l'ambassade. Et c'est ce qu'a fini finalement par réaliser Trump. Et selon Mohamed, Trump s'est attaqué à ce symbole, annoncé plus tôt dans sa campagne électorale, car il voulait se démarquer des autres présidents américains. Alors bien sûr, il clame, et ses actions le prouvent, que c'est pour faire plaisir aux Israéliens, poussés par le lobby extrêmement puissant et très présent institutionnellement aux États-Unis, nommé AIPAC, alors American Israel Public Affairs Committee. Mais on retrouve surtout 2 hommes à la base de cette décision, 2 hommes qui ont une très grosse influence sur le président. Tout d'abord son vice-président, Mike Pence, qui est issu de la droite catholique, et son électorat également, qui accorde une place très importante à Jérusalem.
mais aussi son gendre à Donald Trump, Jared Kushner, qui est juif orthodoxe et qui a lui-même converti sa fille, la fille de Donald Trump, au judaïsme. Alors depuis son élection, les États-Unis se sont rapprochés avec Israël, comme l'affirmait mot pour mot Sean Spicer, son porte-parole en janvier 2017, soit le mois de son investiture. Alors ça a annoncé la couleur. S'ensuivent plusieurs éléments qui permettent d'analyser ce rapprochement. Alors ça va du refus de commenter l'agrandissement des colonies israéliennes sur les territoires palestiniens, des aides palestiniennes coupées, jusqu'au recueillement sur le mur des lamentations directement à Jérusalem en mai dernier, une première pour un président américain. Mais Mohamed m'a également raconté que même sous les mandats de Barack Obama, il ne trouvait pas que les États-Unis avaient beaucoup aidé la Palestine. Les colonies israéliennes n'avaient pas non plus été condamnées, et il avait même déclaré dans ses campagnes électorales de 2008 et de 2012 qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme capitale indivisible israélienne. La seule différence avec Trump, c'est que lui ne l'a jamais mise en œuvre. Et puis, forcément, les ventes d'armes vers Israël depuis les États-Unis qui ont explosé pendant le mandat d'Obama. Et Mohamed m'a, lui, donné également le chiffre de plus de 43 vétos utilisés contre des aides, notamment financières, à la Palestine, à l'ONU, pendant tout son mandat. Alors avant forcément tout de même de laisser 221 millions de dollars pour l'aide humanitaire à la Palestine avant de partir en fin de mandat, une sorte de cadeau et de bâton dans les roues au futur président, à son successeur Donald Trump. Bon, toujours est-il que sur cette question de Jérusalem, les États-Unis se trouvent isolés dans la communauté internationale. Et le 21 décembre dernier, un vote à l'ONU pour condamner cette décision a été suivi et approuvé par la quasi-totalité des États, avec 128 votes favorables, 35 abstentions et 9 votes défavorables. Mais principalement, ce sont des petits pays, mais on retrouve quand même des pays européens. Voilà. Il me semble que c'est des pays de l'Est, j'ai plus forcément le nom exact, mais on pourrait revenir dessus. Et désormais, pour l'autorité palestinienne et pour Mahmoud Abbas, les États-Unis se trouvent exclus d'un éventuel processus de paix. Alors cette décision a entraîné des manifestations et des heurts, mais beaucoup moins violents que ce que la communauté internationale pouvait redouter. Une vingtaine de morts côté palestinien ont tout de même été recensés depuis la décision de Trump. Alors on pourrait croire à une nouvelle intifada, comme c'est le thème de ces chroniques, violente également, à laquelle a justement appelé le Hamas, mais Mohamed me rappelle que les Palestiniens croient en la résistance non violente, au boycott, aux grèves générales et aux manifestations, mais qu'il est toujours impossible de planifier quelconque action des Israéliens. Et il n'est pas confiant pour la suite, et au-delà d'intifada, il me parle, lui, de guerre. The war is coming, me dit-il dans notre discussion en anglais. Il me précise à la fin de notre discussion que les Palestiniens n'ont pas d'armes, ne veulent pas de guerre, et que si cela devait arriver, ils perdraient énormément d'hommes. Alors la solution à 2 États serait enterrée, les territoires palestiniens ne pouvant accueillir un État. Il reste alors celle à un État démocratique unique. Et selon Mohamed, la France a un rôle à jouer dans ces négociations. Merci beaucoup Guillaume. Et pour rebondir directement à ce que tu viens de dire sur le rôle de la France, Mahmoud Abbas était l'invité d'Emmanuel Macron vendredi 22 décembre 2017 donc à l'Elysée, et ils ont fait une déclaration conjointe justement pour exprimer leur désaccord avec la décision de Trump. On va écouter un passage de la déclaration. J'ai rappelé au président Abbas que je m'inscrivais pour ce qui est de la question israélo-palestinienne dans une forme de tradition française qui je le crois vraiment est un juste chemin, celui de la recherche de paix et stabilité dans la région, qui requiert justement une résolution du conflit, et la reconnaissance pleine et entière des 2 États. Cette paix pour la France, elle doit passer par la réalisation des droits légitimes des Palestiniens à disposer justement d'un État viable et indépendant, conformément à la légalité internationale, et elle passe aussi par la sécurité d'Israël, à laquelle la France est indéfectiblement attachée. Donc est-ce que tu penses que la France peut avoir un vrai rôle de médiateur de paix, comme a pu avoir les États-Unis, mais on a vu qu'il y a un vrai changement de position depuis les accords d'Oslo?
Ouais, alors Trump avait dit, notamment dans sa campagne électorale, qu'il voulait régler lui-même, enfin, qu'il voulait régler le conflit et que ce serait possible de régler le conflit pendant ces 4 ans. Et suite notamment à cette décision récente là, de décembre dernier, les Palestiniens ne comptent absolument pas sur les États-Unis pour régler le problème, Du coup, plus du tout. clairement, Voilà, le contraire. c'est ça. Et du coup, Mohamed m'a bien expliqué que les Palestiniens, eux, croient en la puissance et le pouvoir d'autres États pour régler cette question. Et lui-même m'a parlé de l'influence de la France pour régler cette question. Donc, visiblement, on oublie les États-Unis dans le processus de paix, mais par contre, ça pourrait être remplacé par des États comme la France ou les Britanniques notamment, peut-être, on ne sait jamais, mais pour l'instant, c'est la France qui est privilégiée, et on le voit avec cette allocution d'Emmanuel Macron. Ouais, mais moi, mon grand problème avec l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est que cette phrase, elle veut tout et rien dire. Enfin, il est magnifique, ce discours, hein, mais enfin, moi, si je dis que je vais arrêter la faim dans le monde, c'est ce que pense tout le monde, mais... Enfin, il n'est pas en train de dire qu'il va prendre position pour qui que ce soit. Il est en train de dire qu'il veut reconnaître la Palestine, et il veut reconnaître Israël, et il veut que tout le monde soit gentil, il veut que tout le monde ait à manger et un travail. Mais enfin, c'est joli tous ces mots, mais il n'y a pas d'action. Il n'est pas en train de dire on va agir pour tel ou tel parti. Il n'est pas en train de dire demain on part tous en Palestine et on va régler ce conflit une fois pour toutes. C'est toujours la même chose. C'est ce qu'ont répété tous les dirigeants depuis là le temps, quoi. Du coup, c'est seulement symbolique. C'est complètement inutile. Surtout, il y a un moment, il faut utiliser les mots. C'est de la diplomatie, c'est joli, mais pour les Palestiniens, ça sert strictement à rien, quoi. Enfin... C'est surtout symbolique, cette allocution et la référence à Mahmoud Abbas. Mais il y a également le fait de dénoncer la décision de Trump. C'est déjà un premier pas, déjà. Et le vote qui a suivi à l'ONU va dans ce sens. Et la France se positionne en tête quand même de cette opposition. Oui, mais enfin, l'ONU, c'est toujours pareil. Hein. Israël construit un mur, et puis l'ONU leur dit ouais, non, là, c'est pas ouf quand même. C'est pas cool. Oui, faudrait peut-être que ça reste provisoire. Mais enfin, en attendant... Ouais. Et puis Israël, de toute façon, a dit qu'il ne appliquerait aucune des décisions de l'ONU, de toute façon. Donc dans ce cas-là, c'est un peu... c'est toujours du symbolique, quoi. C'est ça, c'est toujours du symbolique, et l'ONU ne peut pas obliger Israël à démonter ses murs ou arrêter les colonies, de toute façon, de manière générale. De toute façon, en parlant de symbolique, moi, ce que j'adore avec ça, c'est que ça n'a aucun sens, toute cette guerre. On a l'Amérique, ça fait des années qu'ils sont anti-colonialisme, on déteste les colons, on déteste la Grande-Bretagne, elle a mal fait, on s'est libéré, la France, faut arrêter avec les colonies en Afrique. Et puis là, d'un coup, Israël, je suis désolée, quand on implante sur le territoire d'un autre, quand on y va, on tue les populations là-bas, on réprime toutes les révoltes, c'est de la colonisation. Et là, d'un coup, l'Amérique, la grande défendresse des droits et des libertés, il n'y a plus personne, quoi. En fait, les États-Unis se basent énormément sur la destinée manifeste, un peu, qui a fondé leur nation. Et du coup, ils veulent exporter cette destinée manifeste, donc c'est-à-dire la mise en place de la démocratie pour tout le monde. Alors on l'a vu en Irak, et là notamment dans le conflit israélien qui les oppose donc aux Palestiniens. Et c'est pour ça qu'ils condamnent pas, et ils sont entièrement dans le sens des Israéliens, quoi. Ouais, pour rebondir, moi je dirais que le président Macron, c'est très classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement mouillé la chemise. Et c'est Macron, est-ce qu'il c'est-à-dire qu'il va être dans le consensus permanent, mais après, je ne révélerai pas mes positions politiques, mais c'est-à-dire qu'il va... Ouais, c'est très classique depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire qu'il va reconnaître Israël, la Palestine, et militairement, il sait très bien que l'Israël est toute puissante, et que finalement, lui, ce qui lui incombe, finalement, c'est de gagner du temps, puisqu'il n'a pas tellement de pouvoir décisionnel vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, et tenter que c'est Trump qui tente plus ou moins de faire comprendre aux gens que c'est lui qui veut être le maître de la situation. Je ne pense pas qu'il réglera le conflit en 4 ans, ça me semble impossible. Je suis assez fataliste sur ce conflit, c'est-à-dire que c'est une guerre sale, mais pas dans le sens où il y a énormément de morts, justement. C'est-à-dire que c'est pas un conflit extrêmement meurtrier. Par contre, il s'insinue lentement dans la mentalité des gens, c'est-à-dire qu'on va se dire on est Israël, et de l'autre côté, on n'a pas un État, c'est pas non plus une administration, c'est pas une région, c'est des morceaux de territoire en peau de léopard. C'est complètement absurde aujourd'hui, quand on sait que c'est aussi très difficile
l'autodétermination des peuples, c'est très difficile aujourd'hui, je pense. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir son indépendance aujourd'hui. Le statu quo, il est extrêmement polyvalent oui, pour rebondir, je dirais que finalement, je ne vois pas tellement comment ce conflit peut évoluer. Et je ne pense certainement pas que l'option militaire, même si je pense que de nouveaux conflits vont éclater, je ne pense pas que l'option militaire réglera quoi que ce soit. Même s'il y a l'intervention de force, quelle qu'elle soit, je pense que ça ne réglera jamais rien. Vas-y. Ouais, comme tu dis, mais personne ne peut contraindre Israël à faire quoi que ce soit de toute façon, et surtout pas les États-Unis. Mais on parle ici plus, dans le rôle de la France, d'une influence dans un futur processus de paix, étant donné que les États-Unis, qui étaient majeurs dans ce système, sont désormais mis de côté. Voilà, on parle surtout d'une influence, et ça passe par une reconnaissance officielle de la Palestine à l'ONU notamment. Oh, mais je suis assez d'accord avec le fait que le problème de ce conflit, c'est qu'il s'enlise vraiment dans les esprits. En fait, ça devient tellement normal. On se dit juste, bah écoute, la bande de Gaza, j'irai pas y passer mes vacances. Mais il y a plus de réel débat qui se crée parce que, en plus, je pense que le contexte aujourd'hui, ça va pas dans leur sens. À l'origine, quand on avait un attentat qui se passait là-bas, quand on avait le Hamas qui prenait une position avec une voiture bélier, comme tu disais tout à l'heure, ou quoi que ce soit, bah on en parlait dans les infos, on en parlait même énormément parce que pour nous, c'était le summum de l'horreur. Et maintenant qu'en Europe, on a ce problème de l'État islamique et qu'on a eu pendant très longtemps ces attentats à répétition, et bah, on en a un qui se passe sur le sol européen, on va en faire toute une page de journal pendant 20 minutes, et ils arrivent quand même à nous glisser parfois à la fin du journal. Ah, et puis sur la bande de Gaza, un autre attentat, la voiture bélier a fait 80 morts, et puis... clôture du journal. C'est parce que ça dure depuis... Ouais, et c'est devenu tellement normal qu'ils arrivent à nous glisser en phase de clôture de journal. Il y a eu 80 morts à la bande de Gaza, comme s'ils nous annonçaient la météo du jour, quoi. 80 morts, il a fait beau, il a fait chaud, et puis c'est fini. C'est quand même abominable. Il y a une grosse banalisation. Comment ça avance. Et juste, on va du coup un peu passer à autre chose. On va revenir sur les intifadas, un peu, et sur leur rôle. Et du coup, on a trouvé... pour voir un peu où est-ce que... qu'est-ce que représentent les intifadas ? Est-ce que c'est un moyen de résistance ou au contraire d'attaque ? Et pour lancer le débat, on va écouter un petit bout d'interview de 1982 réalisé par France 2 avec Yasser Arafat dans les rues de Beyrouth. Et en fait, il va répondre aux questions sur la résistance et la détermination des Palestiniens. By all means. And how do you continue to fight inside Israel? Outside Israel? Do you have... I think this details have not to be asked to me from you. I am sorry. This had to be discussed in our military leadership. You continue to fight? No doubt of it. We are under occupation. Do you think that we will yield? No. Our people will continue in his resistance till he achieves his goals. Du coup, je traduis rapidement et vu que c'était pas très très clair, ce qui est le passage le plus important. Donc l'intervieweur lui demande: vous continuerez à vous battre? Et là, il dit: sans aucun doute, nous sommes sous occupation. Vous pensez que nous abandonnerons? Non, nous continuerons à résister jusqu'à la réalisation de nos buts. Du coup, vous pensez que les intifadas, qu'est-ce qu'elles représentent pour les Palestiniens? Est-ce que c'est juste de la résistance ou de l'attaque ou un moyen d'expression ou les trois? Jules? Je pense que c'est des morceaux d'histoire, c'est-à-dire que c'est leur fierté, c'est quelque chose d'indicible, mais en même temps c'est extrêmement symbolique. C'est plusieurs générations qui se sont succédées. Ce sont des personnes, on l'a dit, qui n'ont connu que l'occupation pour la plupart, puisque ça va faire 70 ans en mars. C'est aussi un moyen d'exprimer sa colère, sa rage, son ressentiment, parce qu'il peut sembler être une sorte d'apartheid. Chacun décidera. Je pense aussi que c'est quelque chose que nous apprenons certainement dans les écoles, mais c'est l'intifada, donc la catastrophe en arabe, c'est quelque chose de vraiment... ça a été propice à plusieurs messages internationaux. Malheureusement, on voit le rapport de force qui n'existe pas, qui n'existera jamais, je pense. On a des jeunes, parfois des vieillards, qui vont se battre avec des pierres, des armes blanches aujourd'hui. On a eu cette jeune adolescente, Tamimi, qui a été récupérée par beaucoup d'associations féministes, beaucoup de politiques,
qui a été arrêté. Et l'intifada, oui, c'est très important parce que cette jeune fille, elle a montré qu'elle a 16 ans, elle n'a même pas connu la seconde intifada. Et elle se dit, à travers certainement le témoignage de ses aînés, que la lutte, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est-à-dire qu'ils vont descendre tous les jours dans la rue. On a encore un Palestinien qui a été abattu hier, je crois. Depuis la décision de Trump, ça doit en faire une 30aine. Donc voilà, c'est un conflit qui est extrêmement compliqué. C'est le deuxième plus vieux conflit de l'histoire en activité encore. Et l'intifada, c'est vraiment un message d'incarnation politique. C'est une révolution permanente et finalement, oui, elle est complètement enlisée, c'est ancré dans les esprits et on l'évoque souvent, mais finalement, qu'est-ce qu'on y fait de nous? Qu'est-ce qu'on peut y faire? En Occident, pas grand-chose. On observe, mais c'est très difficile aujourd'hui même si les personnes peuvent facilement avoir leur opinion sur le sujet, c'est très divisé certainement. Je pense que vraiment, c'est très compliqué et je pense, comme je l'ai déjà dit, qu'il va y avoir de nouveaux épisodes militaires. Ça me semble vraiment inévitable. Okay. Et par rapport à ce que tu disais avant sur l'importance des intifadas pour les Palestiniens, hier j'ai pu discuter avec un Palestinien qui a 30 ans et qui habite dans la Palestine occupée et c'est exactement ce qu'il me disait, c'est que les intifadas, pour eux c'est vraiment une forme d'expression et une manière de faire entendre leur voix au monde face à l'occupation. Et voilà, vraiment c'est exactement ça. Il me disait que c'est pas tellement de vouloir de la violence, parce qu'au contraire, ils voulaient vraiment pas ça. C'est pas ce qu'ils voulaient, mais d'un autre côté, c'était un peu le seul moyen, parce que c'est des gros trucs et voilà, on entend vraiment parler. Alors que quand c'est des plus petits événements, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, ça passe. Voilà, on n'entend pas trop parler. Alors que les intifadas, c'est ce qui fait vraiment du bruit et c'est ce qui leur permet de s'exprimer, entre guillemets, c'est ce qu'il me disait. Et du coup, maintenant, on a aussi pu parler avec Amélie Ferret, qui est docteur en sciences politiques, qui a fait un doctorat sur les assassinats ciblés et qui est actuellement en Israël. Et j'ai pu lui poser quelques questions, donc on va entendre ses réponses. Voilà. Et du coup, les premières questions, c'est un peu plus factuel, ça pourra nous faire un petit résumé en fin d'émission sur ce que vous avez déjà dit, mais c'est bien de l'entendre d'une autre voix aussi. Du coup, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi ces révoltes ont eu lieu et pourquoi à ce moment-là. La caractéristique des deux intifadas est qu'il y a eu des soulèvements massifs dans toute la Palestine, c'est-à-dire à la fois en Cisjordanie et à Gaza. Et les deux intifadas ont à chaque fois été déclenchés par ce qui apparaît comme des bavures de l'armée israélienne contre des civils. Donc le premier est l'accident en 1987 de voiture qui a conduit à la mort de 4 Palestiniens. Et lors de la seconde intifada, c'est le cas Mohamed El-Doura, cet enfant qui est pris dans un échange de feu entre des groupes armés palestiniens et l'armée israélienne avec son père, et qui meurt dans les bras de son père, qui conduit vraiment à radicaliser cette révolte qui avait déjà été lancée par la visite de Ariel Sharon sur l'explanade des mosquées. Cette mort de Mohamed El-Doura a eu un très très grand impact dans les territoires, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza. Pourquoi ? Parce que cet échange a été filmé et diffusé. Par ailleurs, sur la visite d'Ariel Sharon, sur l'esplanade des mosquées, il faut savoir qu'une grosse partie des juifs orthodoxes hassidiques veulent raser le dôme du rocher et reconstruire le temple sur l'esplanade des mosquées, qui en fait était le lieu précédent donc, du temple. D'où un sentiment de crispation sur la visite de la communauté juive sur le temple aujourd'hui. Du coup, on retrouve un peu ce que vous disiez avant. Et ensuite, du coup, je lui posais comme question un peu la différence entre ces deux intifadas. La première intifada est davantage perçue comme vraiment l'entrée en politique et dans un mouvement politique assez marqué et qui utilise la violence du peuple palestinien.
contre les Israéliens. La deuxième intifada, en revanche, elle est vécue beaucoup plus comme un traumatisme de la part des Israéliens, puisqu'elle marque le recours intensif à des actes de terreur. C'est donc des civils israéliens qui sont ciblés. Donc les personnes qui ont vécu la seconde intifada, ce sont des personnes qui pendant toute une période refusent de prendre les transports publics. Ce sont des enfants à qui on interdit d'aller au cinéma, d'aller dans les gares. Enfin, c'est vraiment, ça marque un changement du mode de vie de la part de la population israélienne, et ça marque également l'avènement d'un régime de la peur qui s'installe de manière très très forte pour les Israéliens. Du côté palestinien, la deuxième intifada, c'est aussi justement le moment d'une radicalisation sur les moyens qui sont employés, et donc justement sur le fait de pouvoir cibler des civils israéliens, mais c'est également la fin d'un espoir, puisqu'on a vraiment l'idée à la fin de la seconde intifada qu'aucun espoir n'est possible, et que la solution à deux États finalement est de l'ordre d'une utopie. Du coup, voilà, on retrouve encore une fois exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et comme troisième question, je lui demandais si ces intifadas ont pu représenter une avancée, ou au contraire un recul ou un statu quo dans ce conflit de manière générale. C'est difficile de parler soit d'avancée ou de retour en arrière, enfin de faire le bilan de ces deux intifadas par rapport au conflit en général, puisque c'est un conflit qui a lieu depuis 1948, voire avant, avec les révoltes arabes et les émeutes entre la population juive et la population arabe lors du mandat britannique en Palestine. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la seconde intifada, elle est donc davantage associée à l'échec des accords d'Oslo, et donc à la fin du processus de paix. Et la thèse des Israéliens qui va être formulée à ce moment-là, c'est justement qu'ils n'ont pas de partenaire pour la paix, qui est une manière également de s'exonérer de pouvoir rentrer dans des négociations, puisque aucun partenaire pour faire la paix ne serait légitime pour les Palestiniens. Or, cette thèse du pas de partenaire pour la paix, elle est très critiquée, à la fois par la gauche israélienne, qui voit une hypocrisie de la droite israélienne et une manière justement de ne pas rentrer dans un processus de paix, et par l'autorité palestinienne, qui elle se positionne comme, sous la personne d'Abou Mazen, comme voulant avoir un rôle dans ce processus de paix et comme étant un partenaire pour la paix. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'elle vient de dire à la fin, qu'il n'y a pas de partenaire de paix ? Moi je pense que déjà en interne c'est compliqué, que ça soit en Palestine avec l'extrémisme du Hamas, c'est très très compliqué de pouvoir essayer de retenter un processus de paix déjà de base, et encore pire avec les États-Unis qui sont désormais bloqués, et dans le sens où il n'y a pas de partenaire de paix. Voilà, Mohamed m'a bien expliqué que là, il comptait vraiment sur la France notamment. Sur la France. Voilà, c'est ça. Oui, mais du coup, on a déjà discuté du cas de la France. Ouais, voilà, ouais. On va écouter un dernier enregistrement qu'elle m'a envoyé. J'aimerais simplement rajouter sur cette dernière question que le terme d'intifada est parfois utilisé de manière à éveiller un sursaut de la part des Palestiniens, par donc des groupes armés palestiniens qui ont intérêt. La dernière intifada en date, ça a été ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux. Juste après la dernière guerre de Gaza, avec donc des attaques terroristes, notamment à Jérusalem, par des individus qui ne sont pas forcément liés à des groupes terroristes, donc par des individus qu'on appelle des loups solitaires dans le jargon stratégique, qui ont poignardé ou renversé avec des voitures béliers des civils ou des soldats à l'intérieur de Jérusalem.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement, enfin cette recrudescence des attaques usurpe le terme d'intifada, puisque quand on regarde le niveau de violence, même si c'est tout à fait condamnable et regrettable le fait qu'il y ait des morts, le niveau de mort est tout à fait inférieur au niveau qu'on a pu connaître lors de la seconde intifada. Du coup, ça conclut bien. On remercie RL2 de nous accueillir dans ses locaux et je vous remercie tous pour vos chroniques. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère à ceux qui nous écoutent qui connaissent davantage maintenant sur le conflit israélo-palestinien et sur l'importance des intifadas. Et à la semaine prochaine. Entre ici, Jean Moulin. C'est un vieux pays.